Pour parler de l'actualité à l'étranger, on rejoint en plateau mes invités. Jean-Claude Beaugenre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes avocat et spécialiste des États-Unis. Merci d'être avec nous cet après-midi. Antoine Arjakovski, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste des questions russo-ukrainiennes. On va y venir dans quelques instants. Et vous êtes auteur de ce livre « Qu'est-ce que la science morale et politique » aux éditions du CERF. Merci d'être avec nous. Bonjour, Général Vincent Desportes. Bonjour. Vous êtes ancien directeur de l'école de guerre et professeur de stratégie à Sciences Po Paris. Merci d'être avec nous sur ce plateau cet après-midi. Et puis bonjour Huguette, vous êtes notre spécialiste des questions internationales à France Info. Peut-être première question pour vous Hugues, est-ce qu'on peut expliquer pour tenter d'y voir clair qui sont les auteurs des exactions de ces derniers jours en Syrie? Alors c'est relativement difficile. Il y a une seule chose qui semble établie, c'est que ce sont effectivement des miliciens alaouites fidèles à Bachar al-Assad qui ont déclenché les hostilités. Il y avait déjà eu quelques escarmouches les semaines précédentes, mais cette fois-ci, de toute évidence, donc il s'agissait d'un plan concerté. Ils étaient lourdement armés et ils se sont opposés violemment donc à l'armée nationale ou à ce qui est l'esquisse d'une armée nationale syrienne. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de morts dans les rangs de cette armée. Et donc, voyant cela, le président al-Shara a décidé de faire appel à d'autres milices, des miliciens soit djihadistes, notamment étrangers, des miliciens sunnites soutenus notamment par la Turquie. Et donc, ce petit monde, en fait, s'est rendu dans la région alaouite. On va peut-être voir sur cette carte, d'ailleurs, où se situent ces communautés alaouites. C'est environ 2 millions d'habitants, 10% de la population. Et voilà, on la voit effectivement, ces alaouites qui sont vraiment sur la côte de la Syrie. Et bien, ces renforts se sont livrés à des exactions pour différentes raisons. D'une part, effectivement, les groupes djihadistes, ils ont en eux, si j'ose dire, la logique de la guerre et de l'extermination. Et pour eux, les chiites, les alaouites, ce sont des chiites, c'est une secte chiite. Ce sont des porcs, on l'a entendu dans le reportage, des infidèles, des apostats. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir pitié pour ces personnes-là, fussent-elles civiles. Et puis, il y a ces miliciens sunnites aussi qui ont été chauffés à blanc par des fatwas de religieux qui leur disent à peu près la même chose, c'est que les alaouites sont un danger pour la population syrienne. Et donc, ce dérapage, il est très lourd de conséquences, quand même 1000 morts environ, dont des civils qui ont été abattus, et il faudra faire toute la lumière sur ces événements. Et le moins que l'on puisse dire pour le président al-Shara, c'est que ça tombe très très mal, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'après 13 années de guerre civile, eh bien, ce qui s'est passé depuis le 8 décembre, depuis la chute d'Assad, c'est une sorte de petit miracle. C'est-à-dire que moi j'écoute les Syriens, et ils se disent, on n'a jamais été aussi libre que cela, on a pu faire le ramadan comme on peut faire le ramadan en ce moment, comme on le souhaite. Donc ce timide espoir, effectivement, il faut espérer qu'il ne va pas être contrebalancé par cet accès de violence extrêmement meurtrier. Ça montre que le président al-Shara ne peut pas maîtriser effectivement ces milices, et ça, effectivement, ça a des conséquences forcément politiquement et militairement. Ça montre effectivement qu'al-Shara a eu tout à fait raison de souligner l'urgence absolue de démilitariser la région et de faire en sorte que les différents chefs de guerre ou les différentes milices soient désarmés et intègrent l'armée nationale syrienne. Car on ne peut pas continuer comme ça. Enfin, ce pays, quand même, qui a été confronté à une guerre absolument terrible de la part d'Assad, ce pays ne peut pas continuer à fonctionner de la même manière, avec des dizaines de milices qui n'obéissent plus ou moins qu'à elles-mêmes et qui sont lourdement armées. Alors, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard dans la discussion. Il y a les Kurdes qui sont au nord de la Syrie. Il y a les Druzes qui sont au sud de la Syrie, qui ont des agendas un petit peu différents. Mais pour ce qui est, on va dire, de la nébuleuse djihadiste ou apparentée, là, il y a effectivement urgence. Mais malheureusement, le président al-Shara, il fait ce qu'il peut, je pense. Mais ce n'est pas évident, effectivement, de ramener tout le monde au bercail et de contraindre les gens à désarmer. Oui, on a souvent entendu dire, et là encore aujourd'hui, on a pu entendre qu'il ne fallait pas se réjouir trop rapidement du changement de régime. Ça, c'est complètement acquis et on va voir avec le temps. Cela dit, on ne peut pas non plus imaginer qu'après autant d'années de conflits qui ont fracturé la société syrienne, qu'il n'y ait pas ici ou là des poches de réaction. Donc, ça serait être naïf que de dire tout ira bien dans le meilleur des mondes.
monde. Je pense que ce type de manifestation est dans l'ordre des choses. Après autant d'années, pour autant, il n'est pas question de dire que tous les sujets sont réglés. Et surtout, il faut voir ce que le nouveau régime sera capable de faire et surtout d'organiser la transition vers une Syrie un peu plus unifiée. Huguette, quelle est la réaction de la France, puisque ce week-end, les autorités françaises ont condamné, je cite, avec la plus grande fermeté, les exactions qui ont frappé des civils sur une base confessionnelle et des prisonniers. Mais on se rappelle que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'était rendu à Damas en janvier et il avait insisté sur la nécessité d'une, je cite, transition pacifique et inclusive. Bon, vu les événements de ce week-end... c'est ce que j'ai envie de rebondir sur ce que disait Jean-Claude Beaujour, c'est effectivement, il eût été naïf de croire que tout était réglé. Il y a une somme de problèmes colossaux, à la fois en termes de sécurité, en termes économiques, en termes de justice, rendre la justice après les centaines de milliers de morts et de personnes disparues. Donc ce sont des enjeux colossaux. Et c'est vrai que la position du Quai d'Orsay aujourd'hui, elle est celle-ci. Elle est de regarder quelle peut être la réaction du président Al-Shara. Et la réaction, pour l'instant, du président Al-Shara, c'est de nommer une commission d'enquête indépendante qui va être chargée d'examiner qui a commis quoi, y compris dans ses propres rangs, et de sanctionner. Et dans cette commission d'enquête indépendante, il y a aussi, et ça c'est pas négligeable quand même, il y a aussi deux représentants des Alaouites. Donc voilà, le Quai d'Orsay a salué cette initiative tout en étant extrêmement circonspect, on va dire, ou en tout cas réservé sur les suites des événements. Il y a pour la Syrie un moment qui va être très important, et comme par hasard, ces affrontements sont survenus une semaine auparavant. C'est une réunion à Bruxelles des pays donateurs pour la Syrie. Ça sera le 17 à Bruxelles. Le président syrien par intérim a été invité, et pour lui, c'est vital effectivement de desserrer le nœud des sanctions de façon à commencer à satisfaire un petit peu les besoins qui sont immenses, les besoins de la population syrienne. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette situation dramatique en Syrie ces derniers jours. On continue de parler de l'actualité à l'étranger, mais on va parler maintenant de la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky, c'est l'actualité du jour, est arrivé ce lundi en Arabie Saoudite. Il va rencontrer le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Je vous propose d'écouter le président ukrainien. Aujourd'hui encore, nous avons préparé avec plus de précision la réunion de nos équipes en Arabie Saoudite, Ukraine et États-Unis. Nous espérons obtenir des résultats tant en termes de rapprochement de la paix que de soutien continu. Alors comment les Ukrainiens eux-mêmes appréhendent cette rencontre entre Volodymyr Zelensky et le prince Mohamed Ben Salman, et surtout comment ils voient la reprise des échanges demain avec les États-Unis? On retrouve notre envoyé spécial à Kiev, Majid Kiat. Beaucoup d'appréhension pour les Ukrainiens avec qui nous avons échangé ces derniers jours, parce que ce qui se joue en Arabie Saoudite, c'est l'avenir de l'Ukraine. Ils espèrent malgré tout une issue positive, mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une exaspération après les multiples propos de Donald Trump. Les Ukrainiens avec qui nous échangeons n'ont pas confiance en Donald Trump et n'ont pas confiance en l'administration américaine pour obtenir un bon cessez-le-feu, un bon accord de paix, c'est ce qu'ils nous racontent. Par contre, en ce qui concerne Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, il y a une totale confiance en lui. Le président ukrainien d'ailleurs, qui en début d'après-midi a expliqué, je le cite, que l'Ukraine est à la recherche de la paix depuis la première seconde de la guerre, et que si la guerre continue, c'est parce qu'il y a la Russie. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Sa cote de popularité ici en Ukraine a augmenté depuis l'incident à la Maison-Blanche. Il a pris près de 10 points dans les sondages. Volodymyr Zelensky extrêmement soutenu par sa population, et tout ce qui va se passer du côté de l'Arabie Saoudite sera scruté ici du côté de l'Ukraine. Antoine Arjakovski, on vient de l'entendre, les Ukrainiens sont à la fois partagés entre l'espoir et en même temps l'exaspération face à l'attitude de Donald Trump. Là, les heures qui viennent en Arabie Saoudite vont être cruciales. Oui, c'est déterminant. Ça va se passer en deux temps. Il va y avoir effectivement aujourd'hui cette rencontre avec le prince héritier Mohamed Ben Salman, qui est importante parce qu'il est médiateur dans cette affaire. Si ça se passe à Jeddah, c'est donc qu'il a un rôle particulier. Or, et je pense que Zelensky compte là-dessus, il se trouve que la semaine dernière, l'Arabie Saoudite a organisé avec l'Égypte ce grand sommet pour soutenir Gaza, pour la reconstruction de Gaza. Les Américains et les Israéliens s'y sont opposés. Ça veut dire il y a une tension entre l'Arabie Saoudite forte et Trump et Netanyahou. Et Zelensky, lui, il veut au contraire attirer l'Arabie Saoudite de son côté, et il vient avec une délégation
dont le ministre de la Défense, Umerov, est lui-même musulman. Et il vient avec une délégation qui est en position aussi de tension, et avec les États-Unis et avec Israël. Je rappelle que le 24 février dernier, quand il y a eu le vote aux Nations Unies sur l'agression de la Russie contre l'Ukraine, les États-Unis se sont désolidarisés de l'Ukraine, et avec eux, il y avait également Israël. Donc ça veut dire Israël a choisi le camp des États-Unis contre les Ukrainiens. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'enjeu pour Zelensky, c'est de mettre le prince héritier Mohammed Ben Salman de son côté, en disant nous aussi on résiste contre les Américains et contre les Israéliens, nous aussi on est victime d'une agression, et donc voilà, comprenez-nous, soutenez-nous. Ça c'est un premier point. Et puis le deuxième point, ça va être demain, son équipe, lui il va repartir, il va laisser son équipe, notamment avec Umerov, mais il y aura aussi son ministre des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, Andriy Yermak, qui va probablement être celui qui va diriger la délégation ukrainienne, qui vont rencontrer les Américains Marco Rubio, Steve Witkoff, et là la grande discussion, ça va être sur le cessez-le-feu. Effectivement, aujourd'hui, Zelensky a dit qu'il était favorable à un cessez-le-feu partiel, ce qui veut dire pour lui cesser de bombarder à distance la Russie et cesser de bombarder aussi les bateaux en mer Noire. C'est ça qu'il appelle un cessez-le-feu partiel. Et en contrepartie, retrouver un soutien américain sur le renseignement, l'armement, etc. C'est ça l'enjeu. Jean-Claude Beaujour, parce que la réunion qui a lieu demain entre effectivement les équipes ukrainiennes et américaines, c'est la première fois que les Américains et les Ukrainiens vont rediscuter depuis cette scène dont tout le monde a parlé, cette rencontre catastrophique entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, c'était le 28 février dernier à la Maison-Blanche. Là, quelle attitude doit adopter Volodymyr Zelensky pour que ça se passe bien? Alors on sait qu'il ne sera pas là demain, mais quel ton il va devoir donner à ces échanges? La tonalité, vous l'avez un petit peu dans le son que vous avez diffusé il y a quelques minutes, puisque le président ukrainien parle de rapprochement et il parle de soutien continu. Vous voyez qu'il y a un changement de vocabulaire qui évite qu'on ne se crispe sur la notion de paix durable et continue, parce que dans un conflit comme celui-là, si on veut un petit peu bouger, on change le vocabulaire, même si l'objectif est le même. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il joue aussi contre le temps, parce que même si l'Europe fait l'union derrière lui, je parle du président Zelensky, même si sa cote de popularité est remontée, il n'en demeure pas moins que sur le terrain, la population commence à être fatiguée de cette guerre. Donc il sait que le temps est aussi compté. Du côté américain, il y a une délégation qui est composite. Je note que Rubio, qui était plutôt très pro-Ukraine, est légèrement revenu en arrière, donc c'est du wait and see. Si vous voulez, en quelque sorte, il va devoir composer, il composera avec les Américains. La température est descendue de plusieurs degrés, l'idée étant qu'aujourd'hui, aucune des parties n'a intérêt à voir exploser le deal qui pourrait, en tout cas l'appel, l'objectif de paix, aucune des parties n'a intérêt. L'Europe n'est pas dans le jeu, les États-Unis voient bien que ça ne fonctionne pas d'un coup de baguette magique, et on voit que la situation commence à avoir des effets négatifs aux États-Unis, notamment sur l'économie américaine. Et puis en face, il y a Poutine qui regarde, mais malgré tout, même s'il se réjouit, il ne pourrait pas se réjouir trop longtemps, parce qu'il a aussi besoin des avoirs et puis des sanctions qui sont... et certainement que les États-Unis ont promis de lever les sanctions. Oui. Il y a quand même un intérêt du côté américain, si je peux me permettre, c'est les terres rares. L'un des enjeux, des discussions, ça va être les terres rares. Oui, bien sûr, on est bien d'accord. Général Vincent Desportes, Steve Witkoff, l'émissaire américain, a déclaré que les pourparlers doivent servir à définir un cadre pour un accord de paix et un cessez-le-feu initial entre la Russie et l'Ukraine. Quel cadre peut-on imaginer pour un cessez-le-feu, une paix ultérieure entre l'Ukraine et la Russie, à l'heure qu'il est? D'abord, je crois qu'on est extrêmement loin de la définition d'un cadre. On est au tout début de ces affaires-là. Et là, on est entre Ukrainiens et Américains. Et pour l'instant, que je sache, les Russes ne sont pas exagérément pressés de mettre un terme à l'affrontement. Le New York Times, aujourd'hui, rappelait que les avancées russes étaient très fortes dans l'avancée ukrainienne de Koursk, etc. Donc, c'est bien que les Américains et les Ukrainiens
Ukrainiens avancent, mais celui qu'il faut absolument persuader, on le sait, de faire la paix, c'est d'abord les Russes. Ensuite, je crois quand même que ce qui est important entre les Américains et les Ukrainiens, c'est de savoir jusqu'où les Américains, qu'est-ce que les Américains obtiendront comme gage de paix de la part des Ukrainiens. On sait que le président ukrainien, et à juste titre, n'est pas prêt d'en donner beaucoup de gages. Et donc, je crois que ce sera un marchandage sur ce que pourront jouer les Américains avec les Russes quand ils les rencontreront. On le disait à l'instant, oui, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir en disant qu'il y a un élément en plus, à mon avis, un élément psychologique dont bénéficient les Ukrainiens vis-à-vis des Américains demain. C'est que on le dit maintenant que les Américains ne donnent plus d'armes, ne donnent plus de renseignements, ils deviennent d'une certaine façon co-belligérants et du côté de la Russie. Ça veut dire il y a aujourd'hui beaucoup d'éditorialistes et de spécialistes qui disent Trump a du sang sur les mains désormais. Il ne participe, il ne soutient plus l'Ukraine. Il y a d'une certaine façon non-assistance à État en danger alors qu'il le pourrait, alors qu'il a les moyens, alors qu'il a les armements. Et donc c'est une situation inconfortable pour Trump, malgré tout ce qu'on sait sur lui. Ça reste pour lui et pour son équipe une situation inconfortable. Donc il n'a pas intérêt à être dans cette situation-là très longtemps et Zelensky le sait. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il n'a pas intérêt parce que globalement, la population américaine était plutôt favorable au soutien à l'Ukraine parce que c'est la démocratie. Cela étant, on est quand même avec une administration qui dit avoir été élue pour faire la paix. Elle a son propre narratif, elle ira aussi loin qu'elle le pourra, et j'ai envie de dire que la limite sera éventuellement la limite économique. Vous avez bien fait de rappeler qu'elle était rare, mais il y a la situation économique des États-Unis qui font que ça peut être un frein pour dire à Trump, bon ben voilà, il faut peut-être avancer ou s'engager plus fermement d'une certaine manière, mais je pense que le gouvernement américain aujourd'hui, qu'il soit considéré comme co-belligérant ou pas, d'autant que c'est une notion qui est très politique et non pas avec une définition juridique qui n'existe quasiment pas. Le gouvernement américain n'est pas très préoccupé par la dimension co-belligérance qui pourrait lui être imputée par les Russes. J'ai ce sentiment. Par les Américains, par les sondages. Oui. Il va être très sensible aux sondages qui vont montrer la popularité de Trump associée à Poutine objectivement pour écraser l'Ukraine. Et quand on va avoir les bombardements se multiplier sur Odessa, sur des populations civiles, sur Kherson, comme c'était le cas hier, les Américains comme les Européens vont dire mais c'est scandaleux. Alors, juste pour commenter, pour apporter un élément, il y a un sondage Ipsos qui a été publié la semaine dernière sur l'opinion publique américaine qui dit que 70% des Américains, 62% des républicains repoussent l'idée que la responsabilité de la guerre reviendrait d'abord à l'Ukraine. Donc effectivement une distance par rapport à l'argumentaire de Donald Trump depuis plusieurs semaines. Oui, bien sûr, mais si vous voulez, en réalité, Donald Trump va jouer, sait très bien sur quoi il joue. Lui, il veut sa paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'ira pas, il ne fera pas le maximum, mais son obsession, c'est la paix. Et je ne suis pas convaincu qu'il se dise, est-ce que c'est sur la notion de co-belligérance. Je ne suis pas convaincu qu'il se dise, est-ce que je serai considéré comme co-belligérant ou pas. Lui, il se dira, est-ce que c'est dans notre intérêt ou pas. Non, mais lui, bien sûr, il s'en rend pas compte. Voilà, mais la réalité, lui, il vit dans sa bulle. Ah oui, non, mais ça. Mais la réalité va montrer que si. Après, c'est surtout s'il devient solidaire concrètement avec la Russie. C'est surtout les conséquences. S'il y avait, par exemple, mort d'homme, s'il y avait ce qu'il y a tous les jours en Russie. Le problème, parfois, c'est quelle est la pensée de Donald Trump. Je crois que c'est Justin Trudeau qui disait le Trump de jeudi n'est pas le même que celui du vendredi. Je prends un exemple. On remonte juste à la semaine dernière. Tout d'un coup, je lis plus exactement sur le réseau social de Donald Trump, qu'il veut sanctionner les Russes et qu'il va même peut-être promulguer des droits de douane et alourdir les sanctions bancaires parce que ce qu'ont fait les Russes ce jour-là, à savoir des bombardements massifs, des dizaines et des dizaines de drones, 60 missiles, je crois, c'est pas une façon de démontrer qu'on veut la paix. Alors on se dit, tiens, Donald Trump, il est en train de changer tout d'un coup, et il est en train de virer, si j'ose dire, pro-ukrainien, ou en tout cas d'épouser certaines des thèses ukrainiennes. Et puis, quelques instants plus tard, 2 heures plus tard, il dit, oui, enfin quand même, les Russes, ils sont quand même
plutôt favorables à la paix, plus que les Ukrainiens en tout cas. Donc c'est toujours difficile de décrypter la pensée de Trump. Et on le voit aussi dans la composition de la délégation qui se trouve demain en Arabie Saoudite, composition donc, de la délégation américaine. D'un côté, on a Steve Witkoff. Alors Steve Witkoff, c'est quoi? C'est l'ami de 40 ans de Donald Trump, c'est le milliardaire, c'est le partenaire de golf, c'est le businessman, c'est l'homme que Donald Trump crédite d'avoir réussi à faire acter un cessez-le-feu à Gaza. Et c'est d'abord donc le côté business. Alors, ok, l'Ukraine, les pertes, tout ça, c'est bien gentil, mais allons faire du business. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Il dit, je pense que l'accord sur les terres rares, ça va se faire dans la semaine. Et ensuite, ce qu'il voit pour plus tard, c'est effectivement faire des affaires avec les Russes. Ça, c'est Steve Witkoff. Le deuxième représentant, c'est Marco Rubio. Alors, Marco Rubio, donc, lorsqu'il était sénateur de Floride, c'était l'un des ardents partisans du soutien à l'Ukraine. Alors depuis, il a un peu retourné sa veste parce que c'est vrai qu'un poste de secrétaire d'État, ça nécessite ou ça mérite quelques contorsions. Mais lui, souvenez-vous de son visage lorsqu'il était dans le bureau ovale. Il était assis à côté de J.D. Vance. On ne peut pas dire qu'il était à l'aise, Marco Rubio, parce que je pense qu'il représente en fait une ligne, on va dire, plus pragmatique, plus modérée, plus réaliste. Et il est aussi donc le représentant des diplomates américains. Donc voilà, il y a les deux personnes principales de cette rencontre ne sont sans doute pas tout à fait sur la même longueur d'onde, et eux aussi ont peut-être du mal à décrypter la pensée trumpienne, ou alors la pensée trumpienne, elle va dans les deux sens. Général Vincent Desportes, quand on voit les profils des personnes qui vont représenter les États-Unis, qu'est-ce que ça dit aussi de ces négociations? Ce ne sont pas des représentants ni militaires qui sont dans la diplomatie ou dans le terrain, ce sont plutôt des financiers qui n'ont pas l'habitude du langage diplomatique. C'est un peu ce qui fait peur, c'est que Trump s'est entouré de gens qui sont tous loin d'être de grands spécialistes du métier qu'ils exercent. Le métier de diplomate, ça ne s'improvise pas. Hein. Le métier d'homme du renseignement, par exemple, ça ne s'improvise pas. Et tout cela est assez inquiétant. La diplomatie, la négociation, c'est un art qu'ils ne connaissent pas. Je reviens un peu, moi je suis assez d'accord avec vous, sur le fait que Trump, en fait, va assez rapidement se trouver confronté à la réalité politique américaine, c'est-à-dire qu'en 2026, il y a des midterms, que ces midterms, il doit les gagner. Pour l'instant, c'est l'homme qui a tous les pouvoirs, il n'y a pas de check and balances. Mais cette facilité à agir, il pourrait la perdre très rapidement. Je pense qu'assez vite, il voit que les sondages qui sont en train de diminuer pour lui évoluent, il pourrait probablement essayer de calmer le mouvement, calmer le jeu, de manière à être à peu près sûr de gagner les midterms. Vous savez, la vie politique américaine, elle va extrêmement vite. Et au fond, le temps, la période pendant laquelle un président est libre est très faible. D'habitude, on dit que c'est 2 ans, mais c'est pas 2 ans, parce qu'il y a les élections avant les mi-termes, et très vite, ça va influencer sur ses jugements et ses comportements. En gros, c'est 6 mois. Ces 6 premiers mois, il peut véritablement mettre en mouvement, parce qu'effectivement, on va partir en campagne d'ici la fin de l'année. On va déjà commencer à penser très sérieusement au mi-terme. Ce qui va compter beaucoup pour lui, c'est la situation, c'est le retour sur investissement assez immédiatement, parce qu'il avait justement prévu à ses électeurs en une journée, peut-être en quelques semaines. Il ne faudrait pas que ça dure. Alors c'est vrai que la conjugaison, s'il n'y a pas de succès sur le plan international, sur le plan interne, s'il y a une conjugaison inflation, stagflation, ça effectivement, ça peut le faire réfléchir, et il peut effectivement changer son épingle du jeu. Mon point, c'était de dire, est-ce que Donald Trump se soucie beaucoup, c'était un peu ça, c'était de se demander, est-ce qu'il se soucie beaucoup de l'opinion publique ukrainienne? Je pense que là-dessus, il n'en a rien à faire. C'est vrai que lui, ça va être l'Amérique d'abord, et il vendra à ses électeurs le résultat américain. Alors justement, je vous propose qu'on écoute le président des États-Unis, Donald Trump, sur la situation et les négociations qui pourraient commencer. J'aimerais qu'ils fassent la paix tout de suite. Mais voyez, pour l'instant, ils n'ont pas montré qu'ils étaient prêts à le faire. Mais je pense qu'ils le feront. Et je pense qu'ils commenceront à l'envisager dans les 2 ou les 3 prochains jours. Antoine Arthankowski. Oui, ce que je voulais dire à propos de votre question tout à l'heure sur le manque d'expérience, de professionnalisme et de Donald Trump et de Steve Witkoff, qui est effectivement un promoteur immobilier, et de J.D. Vance, ça saute aux yeux et ça pose un problème. Notamment lorsqu'il y a eu cette discussion dans le cabinet ovale, absolument terrible, Zelensky a été obligé d'expliquer à J.D. Vance, qui ne le savait pas, qu'il y avait déjà eu une rencontre entre Poutine et Zelensky, qu'elle avait eu lieu à Paris, et qu'ils avaient signé un accord pour
libération des prisonniers en échange d'un cessez-le-feu. Et en direct devant les caméras du monde entier, J.D. Vance reconnaissait qu'il ne le savait pas, et Trump a dit « Est-ce que ça s'est passé pendant mon mandat ?» Il n'était pas au courant. Et quand on lui a dit que non, c'était pendant le mandat de Biden, il s'est senti rassuré, de toute façon, ça ne me concerne pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui sont en charge des négociations ne sont pas au courant de la base, que cette guerre, elle n'a pas commencé en 2022, qu'elle a commencé en 2014, et qu'il y a déjà eu pendant des années un format diplomatique, le format Normandie, avec la France et l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine, qui a pendant des années discuté de ce dont ils vont discuter justement demain à Jeddah, et que les Russes ont en permanence miné. C'est-à-dire, ça a été reconnu ensuite par la diplomatie russe et par Poutine lui-même, qu'il ne voulait pas que les accords de Minsk aboutissent. Pourquoi? Parce qu'il voulait avancer sur l'Ukraine. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de nous, en Europe, d'avoir cette approche, disons, historique. On est passé par déjà les Russes de Poutine. On doit comprendre que ça ne conduit à rien, ce type de négociation que veulent entamer Witkoff, Trump, J.D. Vance par la pression sur l'Ukraine, parce que l'Ukraine, de toute façon, est obligée de résister. C'est une question existentielle. Et surtout, l'histoire est importante, parce qu'encore une fois, c'est en connaissant l'histoire qu'on comprend que cette guerre est mondiale, qu'on comprend que cette guerre impacte tout le monde, et ça nous concerne directement en France. Cette guerre, c'est une guerre directe sur certains terrains, comme Russie-Ukraine, mais c'est aussi une guerre hybride qui nous impacte directement. Et ceux qui disent qu'elle ne nous impacte pas, eh bien, ils doivent comprendre que si, dans la mesure où Trump lui-même, maintenant, apparaît comme quelqu'un qui a été utilisé par le Kremlin de façon hybride pour être un agent d'influence. Donc, voilà, on est directement impacté par une guerre hybride extrêmement grave. Pour revenir sur ce qui va se passer dans les heures, les jours qui viennent en Arabie Saoudite, le magazine britannique The Economist dit l'Ukraine va probablement faire savoir que tout accord de paix limitant sa capacité à se réarmer, lui imposant de reconnaître légalement les territoires occupés comme étant russes ou interférant dans la politique interne ukrainienne, en réclamant par exemple des élections, serait inacceptable. Si effectivement c'est le cas, qu'est-ce qui va être sur la table générale dans ces négociations? Si effectivement l'Ukraine, ce qu'on entend, ne veut pas renoncer sur ces points-là, qu'est-ce qui va se négocier? On sait qu'ils refuseront évidemment de reculer sur ces points-là. C'est bien la difficulté. C'est que c'est là. Et alors que Poutine, lui, veut justement avancer sur ces points-là. Donc on est pour l'instant au point mort, et il y a véritablement peu de choses à échanger. Alors derrière ça, il y a la fragilité de l'Ukraine qui existe aujourd'hui, dont les troupes souffrent évidemment, avec, comme vous le disiez, la responsabilité extrêmement forte de Trump, qui a arrêté les radars des F-16, qui ne peuvent plus empêcher les bombardements, etc. Donc on voit qu'on est dans une situation terrible, et qu'en même temps on est dans un blocage dans ces négociations, bien sûr. Non, mais le deal, ça va être, encore une fois, un cessez-le-feu partiel en contrepartie d'un armement nouveau des Américains. Zelensky ne transigera pas là-dessus. Il veut des garanties de sécurité. C'est ça sa base. S'il n'a pas ces garanties de sécurité, s'il n'a pas l'assurance de recevoir du matériel militaire du renseignement américain, quel intérêt pour lui de délivrer les terres rares ukrainiennes? Donc, et puis, lui, il a comme autre argument qu'il peut arrêter du jour au lendemain de bombarder toutes les raffineries russes. Ça coûte énormément d'argent au budget russe. Chaque jour, pratiquement, il y a une raffinerie qui explose à cause du travail militaire ukrainien. Donc là aussi, c'est quelque chose que peuvent obtenir les Américains et le marchander, le monnayer auprès des Russes pour dire voilà ce que font les Ukrainiens. Vous, maintenant, les Russes, qu'est-ce que vous faites? Et les Ukrainiens vont demander, nous, on veut bien céder sur certains points, mais en contrepartie, qu'est-ce que les Russes donnent? Et là, c'est là où Trump sera embêté. Et alors justement, il y a une alerte qui nous parvient à l'instant sur la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine. Rubio a bon espoir, je cite, de résoudre cette question lors des discussions en Arabie Saoudite. Peut-être une réaction, Jean-Claude Beaujour, sur cette déclaration qui nous arrive à l'instant. Oui, je pense que Marc Rubio a bien compris que aujourd'hui les États-Unis sont sur un fil.
on arrête l'aide, on arrête le renseignement et on met véritablement en danger l'Ukraine puisque ça ne lui permet pas de réagir, ne serait-ce que de se défendre, alors que le contraire lui permettrait au moins de se défendre. Et ça peut être aussi une ligne de fracture parce qu'autant on peut considérer que Donald Trump dise bon, on fait tout ce qu'il faut pour qu'il y ait la paix, mais mettre l'Ukraine en situation finalement de ne plus se défendre, c'est arrêter toute capacité des partis à trouver terrain d'entente. Et c'est vrai que l'histoire était rare. Zelensky peut dire si c'est ça, tant qu'à faire, mourir pour mourir, je ne sais de rien. Donc là, on ne pourra pas rejouer la séquence Maison Blanche, bureau ovale d'il y a une dizaine de jours. Du 28 février. Je vous propose qu'on fasse le point sur la situation sur le terrain. Ce week-end, la Russie a revendiqué d'importantes avancées dans la région de Koursk. On va retrouver Florent Boutet. Bonjour Florent. Bonjour. La seule carte de Volodymyr Zelensky, c'était Koursk. Le président ukrainien a-t-il encore des arguments en main, des cartes en main pour négocier ? En tout cas, ce que l'on va voir avec la carte du front, c'est que l'Ukraine, c'est vrai, elle perd du terrain. Cette carte, on a l'impression que ça fait des années qu'elle n'a pas évolué. Vous voyez, avec le Donbass, la Crimée qui sont passés sous contrôle russe et là aussi l'intégralité du littoral de la mer d'Azov. Et pourtant, ces derniers mois, il y a eu du mouvement sur la région de Koursk, vous l'avez dit, avec, c'est vrai, au mois d'août, l'armée ukrainienne qui a pris le contrôle de la poche de Soudja en direction d'un point important, d'un point sensible, la centrale nucléaire de Koursk. C'est l'équivalent, ce secteur, regardez, de 1300 km² qui sont passés sous le contrôle de Kiev, l'équivalent peu ou prou d'un petit département francilien comme le Val d'Oise. Le problème, c'est que depuis, l'armée russe, elle a grignoté ses conquêtes, elle en a déjà grignoté l'équivalent des 2/3 et ça s'accélère. Regardez, rien que la journée d'hier, la Russie, elle a annoncé avoir repris 3 nouveaux villages sur ce secteur. Il faut dire que Moscou met les bouchées doubles. Regardez, selon le renseignement ukrainien, ce sont 60 000 hommes qui sont mobilisés rien que sur ce secteur, ce à quoi il faudrait ajouter 10 000 soldats nord-coréens envoyés par Pyongyang pour soutenir la Russie dans son effort sur ce secteur. Voilà pourquoi on se pose la question, est-ce que les Ukrainiens ne devraient pas tout bonnement évacuer cette zone? Peut-être est-elle tout bonnement perdue, d'autant que dans le même temps, regardez, la Russie, elle a conquis certains villages ici dans la zone frontalière en direction d'une autre ville, celle de Kharkiv. L'Ukraine qui est donc face à ce choix cornélien, peut-être se retirer pour tenter de reprendre ici les poches de son territoire national qui ont été reprises par la Russie. Et Florent Boutet, du côté du front ukrainien ? Oui, et bien sur le reste de la ligne, regardez ce qui se passe depuis ces derniers jours avec une intensification des combats ici, notamment sur la ligne de front du Donbass. Et puis ces dernières heures, ces dernières 24 heures, des bombardements sous forme de drones à Zaporijia ou encore Mykolaïev. En réponse, l'Ukraine tente de gêner l'approvisionnement logistique en bombardant les raffineries, parfois à plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur de la frontière, comme ces dernières heures sur la ville de Ryazan. Merci beaucoup Florent Boutet pour toutes ces précisions générales. On voit l'avancée des troupes russes. Forcément, ce recul de l'armée ukrainienne, c'est très mauvais pour les négociations qui s'ouvrent. C'est bien pour ça que ça se passe comme ça. Je note au départ qu'il y a, je ne sais pas s'il y a une corrélation entre l'arrêt des renseignements américains et ce recul, mais enfin je note que ça se passe en même temps. Et qu'une des conséquences très claires de l'arrêt des renseignements américains, c'est que l'Ukraine n'est pas capable d'anticiper les mouvements russes, donc elle n'est pas capable de déplacer ses réserves et donc elle est à chaque fois, ce qu'on appelle nous, elle a des surprises opérationnelles, elle ne sait pas réagir. Et donc il y a probablement un rapport. Alors vous avez parfaitement raison, Poutine, on l'a bien vu, ne donnait pas priorité au saillant de Koursk, il cherchait à avancer dans le Donbass et là, comme les négociations arrivent, il ne veut pas avoir à échanger du territoire et c'est effectivement une cible, je dirais, parfaitement logique dans sa stratégie. Et on voit le problème ukrainien, qui est un problème éternel, qui dure depuis 3 ans, c'est le manque de réserve. Et c'est une armée qui est essentiellement sur le front, qui n'a pas de réserve pour des problèmes de personnel et qui ne peut pas se permettre de voir encercler ne serait-ce que quelques dizaines de milliers d'hommes et qui va sûrement reculer, céder Koursk, plutôt que de risquer cette perte de quelques dizaines
dizaines de milliers de combattants. Et alors d'ailleurs, il y a une alerte de confrères de l'AFP qui nous dit que l'Ukraine annonce renforcer ses troupes de combattants dans la région russe de Koursk. Vous vouliez réagir? Oui, parce que je crois qu'il faut nuancer quand même cette fragilité de l'Ukraine. Oui, c'est pas facile pour l'Ukraine, mais d'une part, ils résistent quand même. Ils font des contre-attaques du côté de Pokrovsk. La mer Noire, ils ont réglé le problème grâce à leurs drones marins, ce qui fait que les navires russes sont bloqués. Et puis, le saillant de Koursk, c'est quand même une humiliation pour Poutine. C'est un succès important de la part. Donc c'est pas une situation si dramatique que ça. Je crois qu'il faut se rendre compte que du côté russe, il y a quand même 886 000 soldats qui sont tombés depuis 2022. Enfin, c'est gigantesque. Des centaines de chars, du matériel militaire, elle est complètement affaiblie, l'armée russe. C'est ça qu'il faut retenir surtout. C'est grâce à la résistance ukrainienne, l'armée russe qui était censée être la deuxième armée du monde est complètement défaite. Donc il faut un peu équilibrer ce discours qui dit que l'Ukraine est en situation extrêmement difficile. Il résiste. Et ils résistent plus que bien, puisqu'ils sont même capables d'aller en Russie. Juste une précision, parce que je voudrais que le propos qu'on soit à l'égard de nos téléspectateurs est extrêmement clair. Il n'est pas question de dire qu'il n'était pas bien que l'Ukraine résiste. Et je pense qu'il faut saluer cette résistance, cette résilience au cours des 3 dernières années, et surtout du plus d'1 million de morts qu'ils ont subi. Et là-dessus, il n'y a pas de discours. Aujourd'hui, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment maintenant les choses évoluent et avancent à leur c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas 1 million de morts côté ukrainien, justement. C'est du côté russe. Oui, c'est du côté russe. C'est pas du côté ukrainien, justement. C'est là qu'il faut bien. Il y a eu un sacrifice énorme du côté ukrainien, mais le million de morts, il faut le chercher du côté russe. C'est de dire aujourd'hui comment est-ce qu'on parvient, parce que je crois qu'à peu près tout le monde est d'accord, essayer de trouver un cessez-le-feu et essayer de voir comment est-ce qu'on organise la paix, parce que l'idée, malgré tout, n'est pas de dire laissons continuer, parce que ça peut être un peu facile pour nous, côté occidental, très chaudement assis, de dire laissons continuer, c'est de dire quelle solution. Et face à cette solution, puisque nous avons une négociation, en tout cas des discussions qui ont lieu à Riyad, et ça reprend entre les États-Unis, Kiev, et puis les États-Unis et les Russes, c'est de dire quelles sont les forces et les faiblesses en présence qui feraient que, à l'arrivée, les uns et les autres seraient obligés ou tentés ou incités à trouver une solution. Oui, général. Alors l'autre, je suis d'accord avec vous, mais l'autre difficulté aujourd'hui, c'est l'arrêt des renseignements des munitions. L'économie russe est en économie de guerre. Elle avance. Elle a produit 220% de plus d'armement en 24 qu'en 22. En 24, elle a créé ou rénové 1500 chars. C'est-à-dire que pour l'instant, elle est en train de reconstruire ce qu'elle a perdu. Alors que du côté ukrainien, si les flux s'arrêtent, c'est pas la France va envoyer des amis dispersés, mais ça fera pas le poids. C'est pas exactement le point. Et donc il y a cette difficulté aussi qui ne peut pas ne pas être pris en compte par les Ukrainiens. À un moment donné, en termes d'armement, c'est la Russie qui va finir par en avoir plus si les flux rentrants du côté ukrainien ne reprennent pas. Les Européens viennent d'annoncer quand même 150 milliards pour l'Ukraine. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience européenne d'être solidaire de l'Ukraine et plus que jamais d'armer l'Ukraine. C'est aujourd'hui la raison pour laquelle Zelensky a annoncé qu'il avait signé un contrat avec les Allemands sur les systèmes de défense Iris-T. Il annonce chaque jour un soutien de la part des différents Européens. Hier, c'était les Danois. Donc les Ukrainiens, conscients du fait qu'effectivement les Russes sont passés en économie de guerre, eux-mêmes disent aux Européens, c'est à vous de nous soutenir et c'est maintenant. Et c'est ce que font les Européens, enfin. Et c'est très bien, mais les milliards, on ne les transforme pas directement en armement. Donc il y a quand même maintenant une faiblesse, et cette faiblesse, elle sera évidemment explosée. Tout en reconnaissant que c'était une bonne chose que l'Europe dise, eh bien, on va faire un peu du quoi qu'il en coûte. Mais bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Ça n'empêche pas qu'il y ait une faiblesse. Et justement, pour être très complet, samedi, il y aura une réunion en visioconférence des partenaires européens et de ceux qui veulent participer à l'effort d'aide de défense ukrainienne. Oui, il y a de toute façon toute une série
de réunions, alors d'abord à Londres, aujourd'hui, qui cherchent à voir quels pourraient être les pays partenaires en cas de déploiement de troupes européennes sur le sol ukrainien. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les 2 réunions qui vont se tenir coup pour coup à Paris. Réunion demain, donc des différents chefs d'état-major des pays européens. Et puis, mercredi, réunion des ministres des Défenses des Big Five. Alors, les Big Five, ce sont effectivement les 5 pays qui comptent le plus en Europe. Hors Union européenne, la Grande-Bretagne, bien sûr, puis la France, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne. Donc il y a là aussi encore, après ce sommet extraordinaire de Bruxelles de la semaine dernière, qui a décidé effectivement d'un package de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe, il y a aussi quand même toute cette logique-là qui est en marche. Les Européens sont en marche. Effectivement, ça prend du temps. On ne peut pas reconstituer ou constituer des défenses comme ça en 24 heures ou en un mois. Mais voilà, il y a une prise de conscience. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été sur ce plateau cet après-midi. Merci Général Vincent Desportes. Merci Antoine Arjakovski d'avoir été avec nous. Merci Jean-Claude Beaujour et puis merci Huguette, notre spécialiste des questions internationales. Restez avec nous sur France Info. On continue de parler d'actualité à l'étranger. C'est le JT Monde et on se retrouve juste après pour la suite du 16-18. À tout de suite.